Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur votre série de l'été. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Les héros, les personnages, ces petites figurines uniques qu'on peut trouver dans chaque armée, c'est ce que je vais essayer de vous détailler dans cette vidéo. Leur utilité, leurs règles spéciales, leur rôle dans vos armées, le général, la grande bannière, les états-majors, les héros classiques. Bref, on va essayer de couvrir tout ceci pendant cette vidéo et je vais essayer d'être un peu plus concis que les dernières sorties qu'on a fait. Les héros, ce ne sont pas simplement des jolies figurines uniques que vous avez dans votre armée, non, ce sont aussi bien sûr des règles spéciales. Et justement, tout commence par ce fameux mot personnage, qui est bien un mot clé dans vos feuilles de caractéristiques. Vous regardez, vous avez le type de troupe de votre personnage et le mot-clé personnage qui apparaît. Ceci veut bien dire que cette figurine est un personnage. Chaque personnage du jeu possède une aura de commandement. En gros, un endroit où il peut gueuler autour de lui des ordres, avoir des capacités dans ses actions, etc. L'aura de votre personnage dépend de son commandement. C'est extrêmement simple. Si il a un commandement 9, l'aura de votre personnage est à commandement 9. Vous avez un exemple, par exemple, l'ingénieur sapeur nain, une figurine que nous trouvons dans l'arcane journal des nains, eh bien, il a une règle spéciale où il piège le terrain autour de lui au début de la partie. Et en fait, l'aura de personnage de cette figurine, donc aura 9, vu qu'il a commande 9, eh ben, tout ce qu'il y a dans cette zone, toute unité ennemie qui fait un mouvement dans cette zone, fait un test de terrain dangereux. Voilà. C'est... Ah d'accord, ok. Le général est censé être celui qui commande toute l'armée, c'est censé être un peu vous, sur la table. Pour représenter cela, vous ne pouvez en avoir qu'un seul, bien sûr, de général dans votre armée, mais surtout, le personnage général de votre armée doit être celui qui a le plus grand commandement. Vous ne pouvez pas avoir un personnage commandement 8 général à côté d'un personnage commandement 10 non général. Ce n'est pas permis par le jeu, il faut que ça soit le commandement 10. En tout cas, le commandement le plus haut en tant que personnage. Une fois que le général est désigné dans votre armée, la règle d'aura de commandement change. Pour ce personnage uniquement, pour ce général-là. Rappelez-vous, l'aura de commandement, c'est la valeur de commandement du personnage. Si c'est un général à commandement 9, on pourrait se dire, bah oui, il a aura de commandement 9. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous êtes général, votre aura de commandement passe à 12 pas, quel que soit votre commandement. Donc vous avez commandement 8 parce que vous n'avez pas un meilleur commandement dans votre armée pour les personnages. Votre général a commandement 8, et bien son aura est de 12, direct. Et même, si votre général est monté sur une créature, ou alors s'il est lui-même une grande cible, mot-clé spécifique pour grande cible, et bien là, son aura de commandement n'est pas à 12 pas, mais à 18. Donc, par exemple, les démons majeurs, s'ils sont généraux, eh ben, deviennent commandement donné à 18 pas autour d'eux. C'est énorme, colossal. Mais c'est vrai que vous allez me dire, à quoi ça sert alors, un général, mis à part à donner un aura de commandement un peu plus loin? Eh bien, c'est le général, il donne les ordres. Autrement dit, tout ce qu'il y a dans l'aura de commandement de votre général, tant que votre général n'est pas en fuite, toute figurine alliée qui est dans cette aura utilise la valeur de commandement de votre général. D'où le fait qu'il faut qu'il ait la plus grande. Vous avez un gobelin commandement 5 et vous avez un orque noir général avec commandement 9, le gobelin passe commandement 9. Tant qu'il est dans son aura, et que l'orque noir n'est pas en fuite. C'est quand même puissant. Rappelez-vous que son aura de commandement de 12, en tant que général, s'il est sur une grande cible, il passe à 18, ou s'il est grande cible, il passe à 18, donc la portée de votre commandement explose, littéralement. C'est le principe, par exemple, de la horde de trolls. La horde de trolls qui est commandée par une mégère trollesse, créature grande cible, son aura de commandement de 8, son aura de commandement de 8 est à 18 pas, ce qui aide grandement les tests de stupidité de vos trolls. Tout ça, c'est des règles du jeu, et c'est surtout la grande utilité du général. La grande bannière, c'est celui qui porte haut vos couleurs, c'est le porteur d'héraldique de votre armée. Parfois même, il est plus détaillé que le général en termes de figurines. Là aussi, faites-vous plaisir. Mais lui aussi, il a une utilité et des règles spéciales bien à lui. Déjà, la grande bannière, c'est une amélioration que vous devez payer pour un seul de vos personnages dans votre liste de mobilisation. Dans les listes, c'est très souvent même précisé dans les carrés en bas à droite de vos listes de mobilisation, quels personnages peuvent devenir grande bannière, parce que c'est pas prévu pour tout le monde. Et
Le fait de payer une grande bannière, c'est bien donc, je vous l'avais compris, une amélioration payante, sauf pour les Bretoniens, mais ça c'est pété. C'est aussi un personnage unique, c'est-à-dire que vous ne pouvez avoir qu'une seule grande bannière dans votre armée, comme vous pouvez avoir qu'un seul général. Attention cependant, le porteur de la grande bannière ne peut pas être le général de votre armée. Ça ne marche pas. Il n'y a que quelques armées très spécifiques avec des améliorations spécifiques qui peuvent le faire. Hommes lézards et Slann, enfin les Slann des hommes lézards, mais c'est extrêmement rare. Donc pensez bien, porteur de la grande bannière ne peut pas être général. Et rappelez-vous que le général doit être celui qui a le plus grand commandement. Donc si vous avez un mage commandement 8 et un personnage commandement 9, eh ben votre mage ne peut pas être général parce que votre personnage a commandement 9, bah c'est lui qui a le plus grand commandement. Mais si vous le mettez grande bannière, il ne peut plus être général. À vous de choisir comment vous vous organisez. Idem, le porteur de la grande bannière, quel que soit son commandement, quand il est désigné et donc payé, hein, rappelez-vous c'est une amélioration payante, sauf pour les Bretoniens, et bien quand il devient grande bannière, quelle que soit sa valeur de commandement, son aura de commandement passe à 12 pas. Et pareil, si c'est un porteur de la grande bannière sur un monstre, ou en tout cas une grande cible, ou si lui-même est une grande cible, eh bien son aura de commandement de grande bannière passe à 18 pas, comme le général. Mais attention, c'est pas la même utilité que le général. Rappelez-vous le général, il donne son commandement à 12 pas autour de lui, ou 18 pas autour de lui. La grande bannière, non seulement déjà, être une grande bannière dans un combat vous amène à un résultat de combat fixe de +1, parce que c'est quand même un grand drapeau qu'on t'agite sous le nez, mais surtout, tant que la grande bannière n'est pas en fuite, toujours, elle permet à toute figurine alliée dans son aura de commandement de relancer les tests de panique, les tests de ralliement et les tests de morale échoués. Donc stratégiquement, c'est ultra important d'avoir des grandes bannières pour fiabiliser vos combats. Rappelez-vous, hein, on a vu la phase de corps à corps, on en a parlé même d'ailleurs dans la phase de corps à corps. Si jamais dans votre jet de commandement vous avez échoué, vous pouvez le relancer si votre grande bannière est à 12 pas ou 18 pas si c'est une grande cible. Donc c'est très stratégique. Tout ça bien sûr dans le fait qu'elle ne doit pas être en fuite comme le général. Bien sûr, les grandes bannières peuvent porter des bannières magiques, sans d'ailleurs limite de points. C'est très souvent les porteurs de la grande bannière des armées, et uniquement eux, qui peuvent porter les bannières les plus puissantes de leur faction entière. Donc bien sûr, ça compte dans l'équipement du personnage que vous payez en plus. Comme le général, tout équipement magique qu'on lui paye sont rajoutés sur ses points. Et c'est là que le doublon aura de commandement du général, aura de commandement de la grande bannière, se mêlent. C'est ce qu'on appelle la bulle de commandement, quand vous faites votre déploiement par exemple. C'est-à-dire que les deux règles, du général et de l'AGB, s'appliquent toujours. Si jamais vous avez une unité qui est dans les deux bulles, elle a le commandement du général et elle peut relancer les paniques, les ralliements ou les tests de morale échoués avec le commandement du général. Ça se cumule. Donc c'est vraiment extrêmement important de jouer comme ça. Précision quand même pour la grande bannière des morts vivants et des démons, donc Néhécarien, roi des tombes et comte vampire, plus les règles des démons, eh bien, les grandes bannières de ces armées-là, elles peuvent relancer tous les tests de commandement. Et pas seulement ralliement, panique et morale. Elles peuvent tout relancer. Et c'est important justement pour certaines règles. Quand vous recrutez un personnage, quel qu'il soit, il a un type de troupe. Je vous en ai parlé, vous regardez sa feuille de caractéristiques, c'est la première ligne que vous voyez sous ces chiffres, c'est son type de troupe marqué personnage. Ce type de troupe implique des règles encore qui se rajoutent sur tous les personnages. Donc faites très bien attention à ce que vous faites lorsque vous avez une sélection de personnages à faire. Vous l'avez compris, tout personnage peut avoir des améliorations, c'est-à-dire des équipements magiques, des règles qui peuvent se rajouter sur sa feuille de personnage exactement, ou alors, bien évidemment, des montures. Et si jamais vous équipez votre personnage d'une monture, le type de troupe de votre personnage devient le type de troupe de sa monture. Vous avez plusieurs types de troupes, on va en parler encore une fois dans la dernière vidéo de cette série, parce qu'elle sera assez cossue. On a l'infanterie, la cavalerie, on a les chars, on a les monstres et on a les machines de guerre. 5 catégories, c'est tous les types de troupes qui impliquent des règles spéciales pour vos personnages. Donc maintenant que vous avez compris comment on les recrute et qu'est-ce que c'est qu'un personnage, parlons un peu des règles qui s'appliquent à eux. Premièrement, les personnages isolés. Tout personnage de type de troupe, infanterie ou cavalerie, uniquement s'ils ne sont pas dans un régiment, sont considérés comme des personnages isolés. Être personnage isolé implique 2 règles. Premièrement,
vous avez la règle esquive. Attention, pas la règle esquiveur, la règle esquive pour tout personnage infanterie ou cavalerie isolé, qui n'est pas dans un régiment. Qu'est-ce que c'est que la règle esquive? C'est tout simple. On a parlé, rappelez-vous, des mouvements de poursuite. Vous avez une unité qui s'est enfuie, l'ennemi vient vous poursuivre, il essaie de vous rattraper. Une unité qui est en poursuite, comme ça, elle peut, si ça se trouve, arriver sur le chemin de votre personnage, infanterie ou cavalerie. Ça veut dire qu'elle pourrait l'impacter, et donc peut-être le massacrer. C'est pour ça qu'ils ont la règle esquive, les personnages isolés. Ils voient arriver le danger, ils doivent faire un test d'initiative, donc la caractéristique I, ils doivent faire avec un seul dé, un seul, le score ou moins qu'ils ont en valeur, et si jamais vous réussissez ça, eh bien vous pouvez faire un mouvement gratuit, alors que l'adversaire n'a pas encore fait sa poursuite, mais il est sur le chemin, eh bien vous pourrez faire un mouvement gratuit qui va vous emmener au plus loin possible de toute unité ennemie, pour essayer de sortir de l'axe de vue. Attention, hein, vous ne pouvez pas vous rapprocher d'une unité ennemie, pour vous décaler, etc. Non, c'est vraiment une espèce de geste de survie. Si vous échouez par contre ce test d'initiative, vous restez sur place et vous prenez la charge, évidemment. La seconde règle pour les personnages isolés, c'est le ciblage de votre personnage pour les tirs. Laisser un perso tout seul dans la pampa, c'est jamais une très bonne idée, hein, il va être une cible intéressante pour l'adversaire. Mais la règle de ciblage de personnages isolés le protège dans certains cas. Il faut qu'il soit à 3 pas ou moins d'une unité du même type de troupe que lui et de plus de 5 figurines qui n'est pas en fuite. Si vous respectez tout ceci, il est à 3 pas d'une unité alliée du même type de troupe que lui qui a plus de 5 figurines, le personnage, il ne peut pas être ciblé par l'adversaire en dégâts de distance. Et ouais, il n'est pas ciblable, vous pouvez même pas le viser. C'est très tricks, c'est du mouvement, de la manœuvre, de la stratégie, et surtout ça peut se retourner contre vous si vous jouez sur cette tactique-là. Parce que il faut avoir toutes ces conditions pour être à couvert. Mais si votre figurine de personnage isolé est la cible éligible la plus proche pour un tireur, la règle ne s'applique plus. Autrement dit, vous avez le dessin juste ici, vous avez ce personnage qui est isolé, il est derrière le régiment qui le couvre par rapport au tireur, il ne peut pas être ciblé. Celui par contre qui est tout devant, alors qu'il est bien dans les 3 pas de portée, et qu'il a l'unité du même type de troupe que lui, et qu'ils sont plus de 5 figurines, et qu'ils sont pas en fuite, mais qu'il est le plus proche, là il est ciblable, parce qu'en même temps le mec se met devant, c'est du mouvement et de la stratégie, encore une fois. Donc encore une fois, vous le voyez bien vraiment, hein, le mouvement c'est très important, la stratégie s'applique à ce moment-là du jeu. Bien évidemment, les personnages ne sont pas obligatoirement isolés dans le jeu. Vous pouvez les faire aller dans un régiment, soit déjà dès le déploiement, soit durant la partie, ils peuvent devenir personnages isolés ou rejoindre un régiment. Les personnages dans les régiments, à moins d'y être empêchés par une règle spéciale comme le solitaire ou par leur type de troupe, par exemple les personnages monstres ou machines de guerre ne peuvent pas rejoindre une unité, eh bien tous les autres personnages peuvent le faire. Ils peuvent être déployés dès le début de la bataille dans le régiment, ou alors ils peuvent rejoindre un régiment durant la partie. Pour cela, c'est très simple, durant sa phase de mouvement restant, le personnage viendra au contact d'un régiment allié et il sera avalé à l'intérieur. Par contre, l'unité qui vient de recevoir le renfort d'un personnage ne peut plus bouger. Elle ne peut plus bouger, mais elle ne compte pas comme ayant bougé elle-même, l'unité, si elle ne l'a pas fait avant. Je m'explique, vous avez par exemple un régiment de tireurs qui reçoit le renfort d'un personnage. Le régiment de tireurs n'a pas bougé, mais il est rejoint par un personnage. Ce régiment ne peut plus bouger, parce qu'ils peuvent plus bouger, ils l'ont attendu pour venir. Mais si jamais ils doivent tirer par exemple avec des arquebuses, ils ne subissent pas de malus, parce que eux-mêmes n'ont pas bougé. Voilà, j'espère que l'exemple a été clair. Précision importante, les personnages isolés ne peuvent pas se rejoindre les uns les autres pour au final former un énorme bloc de régiment de personnages. Hein, ça n'existe pas ça, et heureusement parce que ça serait vraiment terrifiant. Par contre, un ou plusieurs personnages qui sont dans un régiment font partie intégrante du régiment. C'est-à-dire que si le régiment porte une bannière magique qui le booste et que le personnage est dedans, ça booste aussi le personnage. Si le personnage a lancé un sortilège sur lui-même ou reçoit un sortilège sur lui-même qui est possible de booster également une unité, ça booste aussi l'unité. C'est vraiment un échange communicant. C'est des bonus, mais c'est aussi des malus, bien évidemment. Si l'unité s'enfuit avec un personnage à l'intérieur, le personnage fuit avec. Également, le personnage qui vient rejoindre un régiment augmente la PU du régiment, c'est plutôt logique aussi. Il amène des PV en plus, des puissances d'unité en plus. Mais les personnages dans un régiment, on fait pas ce qu'on veut. Déjà, obligatoirement, les personnages doivent être placés à l'avant du régiment, sur son front.
ils doivent bouger les mecs pour prendre la place de devant. Les seuls qui n'ont pas le droit de bouger, qui sont toujours également à l'avant, ce sont les champions, les étendards et les musiciens qu'on va parler juste après. Mais sinon, les personnages prennent le pas, ils passent devant les autres. Si jamais votre personnage n'a pas le même socle que votre unité, mais qu'il peut les rejoindre, eh bien, vous n'allez pas faire de la place et faire des gros trous. Votre personnage devra obligatoirement être sur un des côtés. Voilà. Vous n'avez pas le même socle, il doit être sur un côté, c'est la règle spéciale. Donc quand j'ai vu des mecs rois des tombes mettre des princes des tombes chars à l'intérieur au beau milieu du régiment, c'est interdit par la règle du jeu. Il faut qu'il soit sur un des côtés, parce qu'il n'a pas le même socle. C'est comme ça. Vous avez certaines infanteries, hein, comme par exemple les hommes bêtes, où les chamans peuvent être en socle de 25 par 25 ou 30 par 30. Et selon comme vous avez soclé votre figurine, bah parfois il ne va pas rentrer dans vos gores, mais il pourra rentrer dans vos bestigores. Voilà. Donc à vous de choisir. S'il a le même socle, il peut aller où il veut dans le rang, du front bien sûr, mais s'il n'a pas le même socle, obligatoirement il est sur les côtés. Vous avez le schéma depuis le début sur le livre. Si jamais votre régiment comportant un ou plusieurs personnages est visé par des tirs, on a vu que les personnages isolés n'étaient pas très ciblables par les tirs, mais si le personnage il est dans le régiment, un perso dans une unité ne peut être pris pour cible que s'il est touché par un gabarit, parce que le gabarit il fait pour tout le monde, il fait pas seulement pour les mecs autour, si il y a une arme en face ou une capacité ou un sortilège qui permet de cibler une figurine unique, le long fusil du Auckland ou le sort des nains du chaos par exemple pour cibler les personnages à l'intérieur, ou s'il y a moins de 5 figurines du même type de troupe que lui. Par contre, si votre personnage, par exemple, est un char léger dans un pack de rois des tombes, il n'a pas le même type de troupe. Bah oui, parce que le char léger dans de l'infanterie, c'est pas le même type, c'est type char et type infanterie. Là, il n'est pas couvert le personnage. Il peut être ciblé, littéralement. Mais s'il est du même type, et qu'il y a plus de 5 figurines du même type dans le régiment, il n'est même pas ciblable. Mais si par malheur, votre personnage est touché, donc par un gabarit, par une arme spécifique de ciblage, eh bien, s'il est dans un régiment, il dispose de la règle « Attention, messire ». C'est très simple, si quelqu'un le touche, il va jeter un dé, votre personnage, par nombre de touches. S'il fait 2 ou plus, quelqu'un s'est jeté devant le tir, ou le sort, ou la capacité, et prendra le tir à sa place. Et vous répartissez le tir dans le régiment. Mais s'il fait 1, il est pris pour cible, et il subira les dégâts. Également, au corps à corps, un personnage ne peut pas être ciblé par des touches d'impact ou un piétinement, donc les touches automatiques soit au début du combat, soit à la fin du combat. Il ne peut pas être ciblé par ces attaques-là s'il reste 5 figurines ou plus du même type de troupe que lui dans le rang combattant. Également, si votre personnage n'est pas dans le rang combattant, par exemple, il est sur une extrémité gauche du régiment et vous êtes pris par la droite. Eh bien, le personnage a le droit de faire un déplacement gratuit pour aller dans le rang combattant, dans la sous-phase de choisir et combattre, donc avant même les jets d'initiative, pour tout simplement venir dire bonjour aux copains et aller taper. Il peut aller dans le rang combattant comme ceci. Par contre, s'il est déjà dans un rang combattant, il ne peut pas se déplacer. Également, un personnage peut diriger et même séparer ses attaques contre tout ennemi qui est en contact socle à socle avec lui, c'est important. Évidemment, on ne peut pas parler de personnages et de corps à corps sans parler des défis, bien sûr. Lancer un défi, c'est une capacité des personnages. Lancer et relever les défis. Ça se passe dans la phase de choisir et combattre un corps à corps au moment où vous avez déjà réparti les touches d'impact, au moment de l'initiative. À ce moment-là du jeu, annoncez que vous voulez faire un défi avec un de vos personnages. C'est-à-dire si c'est votre tour, vous commencez en disant « je lance un défi avec lui ». Et si vous ne le faites pas, vous décidez non, je ne lance pas de défi, l'adversaire peut le faire au même round. Quand ça sera le tour de l'adversaire, c'est lui d'abord qui décidera de faire un défi. S'il ne le fait pas, c'est à vous ensuite. Donc vous lancez un défi, l'adversaire vous dira oui ou non. Mais l'adversaire choisit qui relève le défi. Et oui, vous pouvez pas dire « je lance un défi avec mon mec super bourrin pour taper ton petit mec tout faible ». Non, vous n'avez pas le droit. Pour faire un défi, vous lancez le challenger et le gars viendra avec qui il veut. Si le défi est refusé, déjà vous pouvez huer votre adversaire. Mais si le défi est refusé, c'est l'instigateur du défi, donc celui qui a lancé le challenge, qui sélectionnera un personnage ou une personne capable de relever les défis dans le régiment et l'enverra à l'arrière du régiment. Le couard ne pourra pas taper et de plus le couard
ne donne plus aucune de ses règles spéciales, ni aucun de ses bonus au commandement. S'il a un commandement meilleur, il ne peut plus le donner. Donc si par exemple c'est le général adverse qui a refusé le défi, ou alors l'adversaire a refusé le défi, vous désignez le général dans le régiment qui part derrière, il ne donne plus son aura de commandement. Par contre, si le couard ne peut plus aller à l'arrière du régiment, par exemple, imaginons c'est un personnage tout seul sur un dragon qui est bloqué dans un énorme bloc de régiment et qu'on lui envoie un défi, bah, il ne peut pas refuser parce qu'il est tout seul contre le régiment. Il ne peut pas aller à l'arrière parce qu'il n'a pas de régiment, il est tout seul. Donc, si vous n'avez pas de quoi vous barrer, refuser un défi, bah, vous êtes obligé de l'accepter. Et donc, si vous acceptez le défi, le personnage que vous avez sélectionné et le personnage Challenger vont s'affronter jusqu'à la mort. Ils se déplacent tous les deux contact socle à socle en restant dans leur régiment et ils vont combattre en balançant toutes leurs attaques sur l'adversaire du défi. En respectant l'ordre d'initiative, bien sûr. Un défi durera jusqu'à ce que l'un des deux combattants ou les deux combattants meurent. Si par exemple dans ce combat de régiment il y a un défi et que ça ne meurt pas au premier round, un des régiments cède du terrain ou se replie en bon ordre et que l'adversaire poursuit ou suit, le défi devra reprendre. Et donc ça sert à quoi les défis? Eh bien c'est très simple, on en a parlé dans les résultats de combat dans la vidéo des corps à corps. Lorsque vous faites un défi, chaque PV enlevé, mais chaque PV en excédent compte dans le résultat de combat. Donc si le personnage en face a 2 PV, vous pouvez monter jusqu'à 7 points, les 2 PV du personnage, et les 5 points de carnage autorisés pour un défi. C'est la règle de carnage. Par contre, attention, la mise à jour a mis quelque chose de très important en compte. Si par exemple, vous êtes un personnage en défi avec plusieurs valeurs d'initiative, par exemple un personnage monté, un prince elfique sur dragon qui est en défi, le prince elfique frappe toujours en premier, autrement dit il frappe avant son dragon en ordre d'initiative, l'elfe va frapper avec ses 4 attaques et imaginons qu'il fait 4 PV. Le challenger en face n'a qu'un PV. Il est one shot. Donc, un PV marqué pour le défi, 3 PV pour le carnage, on est à 4 points marqués par le seigneur elfique, le dragon perdra toutes ses attaques. Elles sont perdues, elles ne peuvent pas aller dans le régiment à côté, elles ne peuvent pas aller à nouveau sur le cadavre du gars pour le piétiner, c'est une mise à jour qui a été mise en place. Autrement dit, l'ordre d'initiative est très important, vous risquez de perdre les attaques de votre monture avec votre personnage trop puissant au-dessus. Dernière chose par rapport au défi, il ne peut y avoir qu'un seul défi dans un corps à corps. Vous ne pouvez pas enchaîner les défis avec plusieurs personnages dans le même corps à corps au même round. C'est un défi par round, par corps à corps. Enfin, pour finir cette vidéo, on a parlé des personnages et des héros, recrutables donc dans la section personnages de votre liste de mobilisation, mais vous avez encore 3 petits rôles dans vos régiments qui ont une importance bien spécifique et qui ont des règles spéciales. Ce sont les états-majors, résumés souvent en EMC, étendard, musicien et chef. Le plus célèbre de ces 3-là, c'est bien sûr le chef de régiment, le champion de régiment que l'on peut payer dans quasiment tous les régiments du jeu. C'est une amélioration bien sûr d'une figurine normale que vous avez payée dans votre liste de mobilisation. Et qu'est-ce qu'il fait ce champion ? Qu'est-ce que c'est ses capacités? Parce qu'il a des petites règles quand même. Déjà, la capacité principale du champion, c'est qu'il est toujours le dernier retiré dans un régiment contre les attaques ennemies, sauf s'il est touché par un gabarit et qu'il loupe son attention messire, s'il est touché par une capacité qui permet le ciblage de gars isolés, comme le long fusil de Auckland ou certaines capacités de sort, ou alors si les attaques au corps à corps d'une unité le ciblent personnellement, pour essayer de le dégommer avant les autres. Ça, c'est le champion. C'est en gros le gars qui s'accroche jusqu'à la fin, qui est devant un peu ses troupes et qui harangue un peu ses troupes s'il n'y a pas de personnage. Mais le champion, c'est aussi très important de compter et de bien prendre en compte que s'il y a un champion d'unité, il peut lancer ou relever les défis. C'est une tactique courageuse des champions, on est d'accord, mais c'est une belle tactique. Également, il y a des champions d'unité très important pour certaines armées, comme les loups de mer, pour faire le défi, le duel, bien sûr, épique de la règle spéciale des loups de mer. Mais là, je m'égare, on rentre trop dans les détails déjà. Donc, on a vu le champion. Parlons maintenant du second membre de l'état-major, l'étendard, le porteur d'étendard. À ne pas confondre avec le porteur de la grande bannière, bien sûr. Porteur de la grande bannière, vous en avez qu'un par armée, l'étendard, vous en avez quasiment un dans chaque régiment si vous le payez. C'est également une amélioration payable par des figurines normales. L'étendard, à moins qu'il y ait un champion encore en vie dans le régiment, ça sera, lui, le dernier enlevé en perte.
Alors, je sais que c'est un peu bizarre parce qu'on vient de dire la même chose par rapport au champion, mais vu que le champion peut être parfois ciblé lui-même, par exemple au corps à corps, eh ben, l'étendard sera, lui, le dernier enlevé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vraiment cibler un étendard. Voilà, dans un régiment, si on a un sniper, si on a une capacité de sort ou un gabarit qui touche, si vous butez le mec qui porte l'étendard ne tombera pas au sol, il sera ramassé par un mec derrière lui, dans le régiment. C'est une figurine virtuellement intuable tant qu'il reste des figurines dans l'unité. Le seul qui pourrait être prioritaire par rapport au fait d'enlever les figurines en morte, c'est le champion. Donc, si vous avez plus de champion dans votre unité, le dernier à mourir, ça sera votre étendard. L'étendard, qu'est-ce que ça rapporte? Ben déjà, ça rapporte un +1 de résultat de combat au corps à corps. Très important. Certains étendards de vos armées, de certaines unités, selon les restrictions de la liste de mobilisation, peuvent avoir des étendards magiques. Enfin, les étendards, c'est par rapport à certains scénarios de combat. Si vous rattrapez une unité qui avait un étendard qui n'est pas mort, donc qui était en fuite, vous l'avez rattrapé, vous l'avez détruit, ou alors justement vous avez annihilé un adversaire au corps à corps en bousillant jusqu'au dernier de ses figurines et donc à l'étendard, eh ben vous marquez des points bonus dans certains scénarios. Capturer les étendards ennemis, c'est important, y compris les grandes bannières. Enfin, pour finir, le dernier membre de l'état-major, c'est le musicien. Le musicien, vous pouvez l'équiper comme vous voulez, selon la grappe de figurines que vous avez, la trompette, le tambour, simplement le bugler, hein, s'il a une bonne voix chez les ogres, c'est toujours rigolo. Le musicien, lui aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas virtuellement ciblable, hein. Si vous tuez le gars à la trompette, il sera remplacé par un mec derrière qui ramassera la trompette. Bon, il est le troisième à être enlevé, c'est-à-dire qu'on a d'abord le champion en tout dernier. Si le champion meurt par une inadvertance, c'est l'étendard qui est enlevé en dernier. Si l'étendard, eh ben, vous en avez pas payé, bah, ça sera le musicien qui sera enlevé en dernier. Voilà, c'est dans cet ordre. On enlève d'abord le musicien, ensuite l'étendard et on finit par le chef. Mais le musicien, il apporte quand même des petites règles. Il a une petite règle très sympa. Je vous en ai parlé dans la phase des corps à corps, si jamais il y a une égalité. Vérifiez si quelqu'un a un musicien ou pas. Si quelqu'un a un musicien et que l'autre ne l'a pas, eh ben, le camp qui a un musicien gagne un bonus de résultat gratos de +1. Ça veut dire, hein, que s'il n'y a pas de musicien en face, et que vous avez fait une égalité, vous gagnez de 1 point. Par contre, s'il y a un musicien en face, là aussi, si vous avez 2 musiciens, il n'y a pas d'incidence, malheureusement. Mais c'est pas seulement ça, la règle du musicien. Si jamais votre unité est en fuite, le musicien va se tourner vers les mecs à côté de vous et il va leur souffler la trompette à la tronche. Quand vous faites un test de ralliement, si vous avez encore un musicien en vie dans votre unité en fuite, vous avez +1 à votre commandement. Donc c'est un peu plus facile de rallier vos unités en fuite. Attention, vous avez +1 de commandement, vous n'avez pas +1 sur votre jet, c'est important. Également, rappelez-vous que si en phase de mouvement vous voulez faire une marche forcée et que vous n'êtes pas bien entraîné ou pas un nain, et que vous êtes à proximité à 8 pas d'une unité ennemie, vous devez faire un test de commandement. Bah oui, parce que vous vous méfiez que le gars puisse pas vous intercepter. Eh bien, si vous avez un musicien dans votre régiment qui cherche à faire une marche forcée, le test de commandement que vous allez faire a un +1 de commandement également. Voilà, c'est toujours très pratique pour fiabiliser ces marches forcées. On a fait le tour des personnages, des héros, des détails que je voulais vous donner dans cette vidéo, mais je ne vous ai pas parlé d'une catégorie de personnages à part entière. Je vous ai parlé du général, de la grande bannière, je vous ai parlé des autres personnages, de la règle de l'aura de commandement, je vous ai parlé des états-majors, mais je ne vous ai pas parlé des mages. Et les mages, c'est extrêmement tactique. Ce sont quasiment tous des personnages, voire certaines unités, et c'est pour ça que la prochaine vidéo qu'on va faire, ça sera la magie et les mages. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été pratique et utile. Je sais que j'ai pas encore tout détaillé, les axes de vue, etc. par rapport aux personnages, ça sera dans les types de troupes, on en parlera dans la dernière vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Toujours, n'oubliez surtout pas les partenaires pour avoir des figurines de personnages très très belles, autant en impression 3D que en figurines officielles. Et Torek pourra vous donner excellemment de très très beaux tokens pour représenter les pouvoirs de vos personnages. Vous avez bien évidemment le Tipeee. Merci de me soutenir si vous le pouvez, bien sûr. Vu qu'on passe en plein temps, ça fait très peur et on compte sur vous pour être là à soutenir cette chaîne et donc moi-même. Merci à vous, on se retrouve très bientôt pour l'avant-dernière vidéo de série de l'été. On passera à la magie et on terminera par les titres de troupes. Portez-vous bien, merci de votre soutien. Ciao.